Monsieur le Président, Mesdames les ministres, Madame la Présidente de la Commission spéciale, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, 8 ans après la loi de 2011, notre Assemblée est donc amenée à se pencher sur le projet de loi relatif à la bioéthique. Et je crois qu'il est important de rappeler que la France, par rapport à d'autres pays, dispose d'un modèle particulier en matière de bioéthique, puisque chaque loi relative à la bioéthique doit faire l'objet d'un réexamen tous les 7 ans. Ce modèle de réflexion diffère donc de ce que l'on peut observer dans d'autres pays, notamment au Royaume-Uni et en Allemagne, où il n'existe aucune loi globale. Celle-ci concerne un sujet et non une réflexion globale sur la bioéthique, comme nous le faisons aujourd'hui. Cette nouvelle loi s'inscrit aussi dans un contexte particulier du fait de l'accélération des connaissances biomédicales et des avancées scientifiques qui se sont considérablement accélérées au cours de ces dernières années. Parce que le domaine de la bioéthique comporte des problématiques aux enjeux complexes, à la confluence de la science, mais aussi de notre conscience, cette loi soulève, comme toutes les précédentes, des interrogations. Toute avancée scientifique est-elle un progrès pour l'homme? Comment articuler la prise en compte du désir individuel avec la définition d'une vision collective? Quelle doit être la place de la médecine dans la prise en compte de ces désirs individuels? Je crois, et je voudrais saluer, comme cela a été fait précédemment, les travaux qui ont été menés par la commission spéciale, qui ont donné lieu à des débats très enrichissants et qui font que le texte que nous examinons aujourd'hui en séance comporte de nombreuses avancées et de points qui ont d'ores et déjà été tranchés par la commission spéciale. Alors, pour résumer le débat qui nous anime aujourd'hui, je souhaiterais citer 2 hommes qui chacun ont été précurseurs à leur époque et qui semblent se répondre en écho à 4 siècles d'intervalle. François Rabelais disait que science sans conscience n'est que ruine de l'âme. C'était en 1532 dans Pantagruel. Et puis Albert Einstein affirmait que la science est un outil puissant. L'usage qu'on en fait dépend de l'homme, pas de l'outil. C'est donc à l'aune de ces interrogations que s'ouvre le débat qui animera notre Assemblée au cours des 2 prochaines semaines et qui pourrait se résumer ainsi: comment concilier l'avancée de la science et les progrès qu'elle apporte, tout en inventant un modèle de régulation suffisamment solide afin d'encadrer les techniques nouvelles. Venons-en maintenant aux dispositions concrètes de ce projet de loi. Il vise tout d'abord à étendre la PMA aux couples de femmes et aux femmes célibataires. Mon groupe y est favorable. Et d'ailleurs, pour renforcer ce droit, le groupe des députés socialistes et apparentés formulera plusieurs propositions au travers des amendements que nous avons déposés, notamment autoriser la PMA post-mortem. Nous considérons en effet qu'il serait légitime de permettre à une femme veuve de poursuivre son projet parental entamé avec son conjoint défunt. En effet, comment ouvrir la PMA aux femmes seules et refuser à une femme veuve de lui refuser la poursuite de son projet? Comment demander à une femme veuve de renoncer à son projet parental avec son conjoint défunt tout en lui imposant de le poursuivre avec un tiers donneur? Nous demandons également d'autoriser le don dirigé au sein des couples de femmes. Votre projet de loi ouvre le recours au double don de gamètes, c'est-à-dire la possibilité pour une femme de recevoir un don de spermatozoïdes et un don d'ovocytes. Aussi, il nous paraîtrait souhaitable qu'une femme puisse recevoir des ovocytes de sa compagne plutôt que de faire appel à des ovocytes provenant d'une tierce personne. De façon corollaire, l'extension de la PMA aux couples de femmes et aux femmes célibataires pose également la question de la filiation. Plutôt que l'extension du droit commun actuel aux couples de femmes et aux femmes célibataires, c'est-à-dire le consentement au don enregistré chez le notaire, vous aviez choisi, mesdames les ministres, de créer une nouvelle procédure de reconnaissance de filiation spécifique pour les couples de femmes, la déclaration anticipée de volonté, réalisée devant notaire avec mention sur l'acte de naissance intégral. Nous avons, et nous étions plusieurs, en tout cas dans la commission spéciale, considéré que cela relevait d'une conception discriminatoire de la filiation à l'égard des couples de femmes, puisqu'auraient ainsi coexisté 2 procédures de reconnaissance de filiation, celle du droit commun pour les couples hétérosexuels et celle dérogatoire pour les couples de femmes. Face aux critiques suscitées par ce choix, mesdames les ministres, vous avez finalement en partie rebroussé chemin en proposant une nouvelle procédure de reconnaissance de filiation pour les couples de femmes. Si cette nouvelle procédure
constitue une amélioration par rapport à la déclaration anticipée de volonté, elle n'est pas entièrement satisfaisante puisqu'il s'agit encore d'une procédure qui diffère du droit commun. Autre sujet abordé dans ce projet de loi, l'accès aux origines. Le projet de loi permettra à tous les enfants issus d'une PMA avec tiers donneur de pouvoir accéder à leurs origines. Une fois majeurs, ils pourront ainsi, s'ils le souhaitent, obtenir des informations non identifiantes ou identifiantes sur le donneur. Là encore, notre groupe, le groupe socialiste et apparenté, portera plusieurs propositions pour renforcer ce droit, notamment avec la possibilité d'étendre la transmission des données non identifiantes du donneur aux parents receveurs qui en feraient la demande. Sur l'autoconservation des gamètes, votre projet de loi ouvre la possibilité d'une autoconservation de gamètes pour les femmes et les hommes sans motif médical nécessaire, à partir d'un âge minimal qui devrait être fixé à 32 ans pour les femmes si l'on en croit l'étude d'impact. Si nous soutenons cette mesure, nous proposerons néanmoins de l'étendre à toutes les femmes majeures. En effet, de nombreuses femmes souffrent de pathologies comme l'endométriose ou l'insuffisance ovarienne prématurée qui peuvent se déclarer très tôt dans la vie d'une femme. Si le droit actuel autorise la conservation des gamètes pour raisons médicales, ces femmes se voient pourtant trop souvent refuser cette possibilité. Ainsi, en ouvrant l'autoconservation des gamètes à partir de 32 ans seulement, de nombreuses femmes risquent d'être exclues de ce dispositif. Autre point, la recherche facilitée sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires. Le projet de loi crée un régime distinct pour la recherche sur les embryons et celle sur les cellules souches embryonnaires, celles-ci ne présentant pas les mêmes enjeux. Il limite également la durée de culture et de conservation des embryons. Concrètement, un chercheur devra désormais seulement avoir à déclarer son protocole de recherche au préalable et non plus demander une autorisation délivrée par l'Agence de biomédecine. C'est un point que nous soutenons. Enfin, le diagnostic préimplantatoire, le fameux DPI, technique qui consiste à analyser un embryon avant de l'implanter dans l'utérus pour en déterminer les éventuelles anomalies. Le DPI a été autorisé par les lois de bioéthique du 29 juillet 1994 et du 6 août 2004, uniquement pour les couples ayant, je cite, « une forte probabilité de donner naissance à un enfant atteint d'une maladie génétique d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic ». Jusqu'à ce jour, cette pratique n'a pas montré de dérive, sauf erreur de notre part. Pour autant, alors que les progrès de la science permettent aujourd'hui de déterminer la viabilité des embryons ou le risque de fausse couche, la loi ne permet pas de procéder à ces examens. Via un amendement, nous proposerons donc d'étendre le DPI aux maladies, aux aneuploïdies chromosomiques, anomalies du nombre de chromosomes, dans des conditions fixées par décret, ce qui permettrait de diminuer le taux de fausses couches et d'interruptions médicales de grossesse. Mesdames les ministres, mes chers collègues, comme je l'ai indiqué en préambule, la commission spéciale a eu des travaux extrêmement nourris et enrichissants qui nous permettent aujourd'hui d'avoir un texte qui a évolué, qui nous paraît être dans le bon sens. Quelle que soit l'issue des travaux que nous aurons, nous espérons bien entendu que les amendements que nous portons pourront être adoptés et votés, mais quelle qu'en soit l'issue, notre groupe soutient ce projet de loi et nous le voterons. Je vous remercie.